Est-ce qu'on en fait trop à La République En Marche, Natacha Polony? Disons qu'on a compris qu'il y avait une légère sensibilité de l'opinion sur ces questions-là et donc il était intelligent d'en tenir compte. Après, tout est une question, là encore, de juste mesure. C'est-à-dire que se retrouver face à un Cahuzac pose un problème absolument terrible et fait des ravages en termes démocratiques. On ne peut plus se le permettre. Non, on ne peut absolument plus se le permettre, et tant mieux si on ne se le permet plus. En revanche, aller regarder 5 ans en arrière s'il n'y a pas eu 300 € pas déclarés sur un truc, là, enfin, bon, j'imagine qu'on va faire les choses selon une juste mesure. En revanche, la question des conflits d'intérêts est beaucoup plus complexe et beaucoup plus importante, beaucoup plus essentielle, me semble-t-il. Parce que là, il y a en effet une question qui est celle de la façon dont ce gouvernement va prendre des décisions, va mener une politique. Donc, faire en sorte que personne n'ait participé à un cabinet de conseil, que personne ne soit lié à tel ou tel lobby, ça, c'est tout de même essentiel. Mais on ose espérer, là encore, que dans les personnalités qui seront mises en avant, ce genre de risque ne soit pas couru. En effet, ça peut arriver quand on choisit justement de prendre des gens qui ont exercé dans ce qu'on appelle la société civile, au sens large, ce qui en général déjà Édouard Philippe à ce genre pour son de passé à Areva. Mais exactement. C'est-à-dire que le problème, c'est que l'habitude du pantouflage, par exemple, fait que les énarques de nos jours sont tout de même susceptibles d'avoir travaillé dans le privé et donc d'être touchés par ce genre de conflit d'intérêts. Or, visiblement, les énarques sont aujourd'hui dans ce gouvernement, enfin pas encore le gouvernement, mais en tout cas dans ce qui va devenir l'appareil d'État nombreux. L'ENA revient en force et ce sont des gens qui sont d'une génération où on a l'habitude de passer du public au privé, ce qui tout de même là aussi nous raconte quelque chose de la haute administration française. Nicolas Bétou, sur cette exigence de transparence, de moralisation, puisque c'est le terme. Plusieurs choses. Votre question était est-ce que En Marche en fait trop? Je pense qu'ils sont en train d'en faire trop. Alors évidemment, je connais le contexte, Natacha l'a rappelé, je le partage complètement, Cahuzac, Thévenoud, le soupçon qui pèse sur la classe politique, l'effondrement de l'image des hommes et des femmes politiques, tout ça est parfaitement exact. Et chaque fois qu'on peut rétablir des procédures qui permettent de reconquérir le respect, une forme de, même pourquoi pas d'admiration des hommes et des femmes politiques, ce serait vous y allez. Vraiment, chaque chose en son temps. J'y vais doucement, mais quand même, j'essaye de projeter une vision, c'est comme ça qu'on dit. Bon, plus sérieusement, je me demande si, en effet, on n'en fait pas trop. Alors d'abord, avoir cette double vérification, puisque il y a une première vérification, c'est le communiqué de l'Élysée, hein, première vérification fiscale et patrimoniale, préalable à la nomination, qui sera suivie par une vérification fiscale approfondie. Et donc, on a deux vérifications. Bon, je suppose que c'est pour éviter l'affaire Thévenoud. Au bout de 8 ou 10 jours, on avait compris qu'il avait une phobie administrative, qu'il n'avait pas payé ses impôts. Donc, deux vérifications fiscales pour un seul homme ou une seule femme, je trouve ça toujours un petit peu préoccupant. Mais surtout, dans le communiqué de l'Élysée, il y a une petite phrase assez étrange qui est la suivante. Les ministres devront déclarer au Premier ministre toute éventualité de conflit d'intérêts en remontant au-delà des 5 ans exigés par la loi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute votre vie professionnelle et personnelle, fiscale, patrimoniale et professionnelle, peut être soumise à un risque de conflit potentiel d'intérêts. Ça veut dire effectivement que dès lors que vous avez exercé une profession ou que vous avez côtoyé un secteur professionnel, alors vous risquez évidemment, par nature, d'être en conflit d'intérêts. Alors évidemment, on peut se dire le conflit d'intérêts, il est plus ou moins défini par la loi, il est délimité par la loi, sauf que là, on n'est pas dans la loi, on est dans la morale, au fond. Et vous avez bien vu ce qui s'est produit dans l'affaire Fillon, avant même d'être mis en examen, puis mis en examen, mais sans avoir même été jugé, il était condamné par la morale publique pour avoir fait eu un certain nombre de comportements, qu'il le disait lui-même, hein, la morale réprouve. Et donc, mettre une telle profondeur dans l'exigence de transparence sur les conflits d'intérêts, c'est un sujet, les conflits d'intérêts, mais dire toute votre vie professionnelle, au-delà des 5 ans exigés par la loi, doit être passée au scanner
parce que la morale, et pas seulement la loi, l'exige, hein, encore une fois, au-delà de la loi, c'est un vrai sujet. Et le sujet, c'est quoi? C'est que progressivement, ceux qui ont travaillé dans le privé, c'est drôle, on est en train de tisser des louanges à la société civile. On veut la société civile dans la politique. On veut se débarrasser de cette obsession du professionnalisme politique. Les gens qui auront fait plus de 3 mandats, terminé. On n'en veut plus. On veut de la société civile. Oui, mais si on veut de la société civile, il faut bien admettre que les gens qui ont acquis une compétence dans leur vie professionnelle puissent essayer d'en faire bénéficier la collectivité. Et où est-ce qu'on met le conflit d'intérêts dans ce cas-là? Vous avez dit une ou deux phrases que je juge, moi, un peu inquiétantes lorsque vous dites, à un moment, les énarques sont susceptibles d'aller et de venir dans le privé. Mais c'est très bien. C'est très bien que des gens qui servent l'État puissent à un moment s'aérer un peu l'esprit, voir que le vrai monde n'est pas seulement un monde de la haute administration, que c'est sûr, en général, il passe de la haute administration à la haute finance, ça aère énormément. Mais non, pas du tout. Mais d'ailleurs, tous ceux qui ont une formation du privé qui est très restreinte. Là, c'est vous qui avez une vision restreinte. Tous les ingénieurs, par exemple, qui ont une formation d'ingénieurs, qui vont dans les ministères techniques et qui repartent après dans des directions opérationnel d'entreprise. Le nouveau directeur de cabinet d'Édouard Philippe, M. Ribado-Dumas, c'est un conseiller d'État, polytechnicien, et il est aujourd'hui, il était jusqu'à hier soir, dans une entreprise qui est une entreprise technique. Il n'était pas direction financière, il est dans une entreprise qui travaille sur le matériel aéronautique. Bon, pardon, mais c'est pas de la finance, c'est pas de la haute finance. Ce que je veux dire, c'est que dès lors que ces gens-là font des allers-retours et vont s'oxygéner, y compris sur le plan intellectuel ou sur le plan des bonnes pratiques, on ne peut pas imaginer que l'administration soit complètement tenue à l'écart de ce qu'est la mesure de performance, de ce qu'est l'exigence d'avoir des résultats, comme on en a en permanence dans le privé. Et ben moi, je trouve ça très bien. Et je notais qu'à 2 reprises, vous avez dit, attention, il y a un danger d'aller-retour. Ça, je pense que ce n'est pas un danger, c'est une richesse. Ça dépend dans quel esprit c'est fait. Nicolas. Bien sûr. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on a une haute administration qui décide de faire carrière. Des énarques qui font carrière et qui savent qu'à un moment donné, ils vont passer en effet dans le privé et pas n'importe quel privé. Ils ne vont pas aller travailler dans une PME. Et souvent, ils ne vont pas non plus, comme le cas que vous citiez, dans des domaines techniques. Ils vont dans ce qu'ils connaissent le mieux et qui relèvent de la finance, d'une forme très spécifique de privé. Or, le problème est que s'ils savent qu'ils vont aller travailler dans des banques d'affaires, le jour où ils ont, en tant que politique, parce que non seulement c'est un mélange entre le privé et le public, mais c'est un mélange entre haute fonction publique, haute finance et politique. Eh bien, le jour où ils auront à prendre une décision, je ne sais pas moi, comme par exemple revenir sur ce mélange entre banque d'affaires et banque de dépôt, eh bien, ils auront en tête que leur carrière, c'est d'aller dans ce milieu-là. Et donc, peut-être qu'ils hésiteront à fâcher leurs futurs employeurs. Il est là, le conflit d'intérêts. Ça ne veut pas dire qu'il faut interdire à qui que ce soit d'aller dans le privé au sens large. Et encore une fois, le privé, ça ne veut rien dire. Le résultat, il y a toute forme de... mais surtout, je pense que vous avez une vision extraordinairement restrictive de ce qu'est le privé. Le privé, c'est pas la banque d'affaires. Je viens de vous dire qu'il y a toutes sortes de privés et que le privé, ça n'existe pas, Nicolas. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Mais par exemple, prenons des cas, ça existe, des cas d'entreprises qui ont vocation un jour ou l'autre à être privatisées, des gens qui ne sont pas fonctionnaires, qui travailleraient, qui sont issus du privé, qui auraient fait des études classiques, qui ne les ont pas menés à la fonction publique, qui auraient des postes ici ou là dans telle ou telle entreprise, qui auraient, encore une fois, vocation à être privatisées un jour. Pourquoi pas? La Poste qui peut être privatisée en partie. Il pourrait être envoyé à un potentiel risque de conflit d'intérêts. C'est ça que vous voulez dire. Est-ce qu'un ingénieur qui travaille chez EDF, qui a fait toute sa carrière chez EDF et qui, à 50 ans, se dit « je vais servir telle ou telle formation politique et je vais m'engager en politique », est-ce que, par nature, il faut lui interdire... C'est ça la règle du conflit d'intérêts. Il faut lui interdire de travailler dans quelque discipline que ce soit qui est trait de près ou de loin aux énergies classiques, fossiles, renouvelables, que sais-je encore. Pour moi, c'est un appauvrissement de ce que peut être le monde politique. Après, il faut contrôler les conflits d'intérêts, mais aller à ce point-là rajouter de la morale, et encore une fois, je rappelle cette phrase du communiqué de l'Élysée, au-delà des 5 ans, toute votre vie professionnelle peut être susceptible de créer des conflits d'intérêts, ça me paraît
trop loin. On est obligé de mettre des règles idiotes et de la morale partout quand il n'y a plus de vertu, ou plutôt de vergogne, c'est-à-dire de décence de la part des individus. C'est-à-dire s'il n'y avait pas eu tant de mélange des genres, on ne serait pas obligé de mettre en place des règles qui sont stupides. Et je suis d'accord avec vous, elles sont stupides quand elles deviennent systématiques. Il faut de la juste mesure. Mais le problème est que dans la façon dont sont formées trop souvent les élites du pays, il n'y a plus aucun sens du service de l'État, de ce que c'est que la nation. Et c'est ça qui aujourd'hui aboutit à la situation dans laquelle nous sommes. Il y a au contraire l'idée que par essence, tout ce qui serait global serait meilleur que tout ce qui serait national. Et on l'a vu dans la formation de tous ces hommes qui se sont retrouvés à la tête de grandes entreprises françaises à un moment donné et qui expliquaient, contrairement aux autres dirigeants de grandes entreprises d'autres pays européens, mais en France, c'est devenu une spécificité, une spécialité française d'expliquer qu'il fallait être global, qu'il fallait penser global. Ils n'ont plus le sens de l'État ni le sens de la nation. Nous le payons et c'est dommage parce que ça aboutit en effet à des choses idiotes. Ce léger délai dans l'annonce du gouvernement, il est lié à ces vérifications, on vient d'en parler. Peut-être, mais ce n'est qu'une hypothèse aussi, il permet de jeter un très léger voile sur une évidence, c'est que ça doit être diablement difficile de monter un tel édifice gouvernemental, mais ce n'est qu'une hypothèse. Amélie Carrouer, vous êtes à Matignon, on suppose qu'Édouard Philippe est au travail ? Il règne ici un calme certain, mais apparent. Nous ne nous faisons pas d'illusions. Peut-être Édouard Philippe a-t-il reçu, est-il en train de recevoir un potentiel ministrable et pourquoi pas même issu des rangs des Républicains, puisque le nom de Bruno Le Maire, c'est un exemple, circule avec insistance ces dernières heures. Mais il y a beaucoup d'hypothèses sur la table. En tout cas, chacun aura remarqué que le secret est particulièrement bien entretenu entre ces murs, juste derrière nous. Ce que nous savons, ce que nous avons vu, c'est que le nouveau Premier ministre est bien revenu ici un petit peu avant 15 heures à l'issue d'un déjeuner à l'Élysée avec le président de la République. Les deux hommes ont bien évidemment évoqué la composition du nouveau gouvernement. Voilà pour les seuls éléments qui filtrent pour le moment. Ce que nous avons vu aussi, c'est Jean-Yves Le Drian qui ne s'est pas caché ici ce matin. Il est resté une vingtaine de minutes montre en main. Alors lui aussi, il est donné comme faisant partie des futurs ministres du gouvernement. Encore une fois, l'une des hypothèses qui sont sur la table. Mais l'image la plus surprenante, c'est certainement celle de François Bayrou passant juste ici devant l'hôtel de Matignon. Il nous l'a assuré, il n'avait pas de rendez-vous avec Édouard Philippe. En tout cas, nous ne l'avons pas vu rentrer par cette porte principale. Je vous rappelle que les équipes du Premier ministre nous l'avaient dit dès hier, il prendra le temps qu'il faudra pour le préparer, ce gouvernement. Ils ne se sont pas contredits jusqu'à maintenant. Merci beaucoup Amélie Carrouer, Nicolas Bétou. Je vous voyais regarder l'image de François Bayrou avec un petit peu de consternation. Est-ce que je me trompe ? Non, un petit peu d'ironie. La politique est un théâtre. Voilà, il sourit, il sait que les caméras sont là, il sait qu'il va être filmé et que vous en parlerez. Et donc je pense qu'il le fait vraiment à dessein. Bon, ça fait partie des vieilles ficelles du métier, comme le coup de gueule qu'il a poussé la semaine dernière, la menace de faire un plateau d'un 20h. Et peut-être était-ce là une façon de se rappeler au bon souvenir de ceux qui peut-être l'ont oublié. On nous parle beaucoup de renouvellement en ce moment. Est-ce qu'on est toujours dans les mêmes séquences pour le coup, là, ça se répète. On est toujours dans les mêmes séquences. Une chose est sûre, ce quinquennat se présente pour l'instant comme un cauchemar pour les chaînes d'infos continues. Merci de penser à nous. Il y a un certain art de faire lanterner qui est, je pense, assez jouissif pour les gens qui l'organisent. Mais est-ce que c'est si simple que ça ? Parce que si c'est juste... Non, ce qui est certain, c'est que le fait d'avoir repoussé de plus de 24 heures la nomination du gouvernement, et d'ailleurs de 24 heures le premier Conseil des ministres, est peut-être justifié uniquement par cette cohorte de vérification qu'il faut faire, mais à la vérité, ça prolonge la période pendant laquelle tout peut arriver pour quiconque est déjà pressenti et quasiment nommé. On imagine, je suppose, on peut essayer d'imaginer le scénario actuel. Monsieur Dugenoux et Madame Duchemol, tous les deux pressentis, doivent probablement voir leur situation, et peut-être savent-ils que leur situation est passée au crible, et ils se disent on a encore 24 heures à attendre, supplice absolu, avant de savoir si on sera nommé et à quel poste exactement, puisque, encore une fois, jusqu'au dernier moment, tout change, les équilibres doivent être particulièrement difficiles, et d'autant plus difficiles qu'il y a plusieurs proportions à respecter, les hommes et les femmes, bien sûr, c'est désormais un classique, mais aussi
les professionnels de la politique et la société civile. Traditionnellement, il y a un équilibre régional qui est fait. Et puis, je pense qu'il y aura aussi un équilibre, une forme de proportion entre les jeunes et les plus âgés. Et donc tout ça donnera un cocktail assez compliqué. Et équilibré au final. Le parce que risque ça fait beaucoup serait d'équilibre. que les compétences n'interviennent qu'après tous ces équilibres subtils. C'est ce que je disais à propos des problèmes de conflit d'intérêts. À la fin, est-ce que la compétence est le premier des critères? Donc si je vous entends, on va renouer avec la vieille politique si ce n'est pas le cas. Ça fait partie des éléments obligatoires quand on forme un gouvernement, c'est une évidence. Pour autant, le fait de mettre en avant ces contraintes et de les scénariser, comme par exemple on le fait maintenant systématiquement pour la parité homme-femme, ça a quelque chose d'un petit peu absurde. Parce que, évidemment, qu'il faut qu'il y ait des femmes, parce que ne pas en avoir prouverait qu'il existe un problème de représentativité. Mais allons-y aussi, il faudrait pouvoir représenter en partie l'ensemble de la société française, dans sa diversité à la fois sociale, ethnique, etc. Mais simplement, se focaliser là-dessus, c'est oublier que je me fiche de savoir s'il y aura très exactement moitié d'hommes et moitié de femmes. S'il y a un peu plus d'hommes ou un peu plus de femmes, ça m'est parfaitement égal du moment que ces gens-là sont compétents et que j'ai l'impression qu'ils vont agir intelligemment. Donc je trouve ce genre de ficelle de communication politique franchement lassante. Nicolas Béthou. Ce qui est certain, c'est que Emmanuel Macron, depuis qu'il a été élu, aligne avec beaucoup de succès, de mon point de vue, en tout cas pour l'instant, et une certaine rigueur, aligne les signaux qu'il faut donner en ce moment. Il est conventionnel, mais il le fait bien. Sa soirée du premier tour a été réussie. Sa soirée du premier tour du deuxième tour. Du second tour, sa déambulation au Louvre, tout ça a été plutôt réussi. Par contraste avec le premier tour, en effet. Sa visite au grand blessé, au grand brûlé de Percy était probablement un geste assez fort. Et tout ce qui s'en est suivi, y compris d'ailleurs son déplacement à Berlin, qui a été l'occasion de montrer avec les gens qui étaient autour de la chancellerie et qui manifestaient bruyamment leur plaisir d'être là. Plus, on a vu ce qui s'est passé entre Angela Merkel et lui, qui donnait un autre contexte à la relation franco-allemande. Tout reste à faire, mais le contexte était là. Plus la nomination d'Édouard Philippe, donc cette espèce d'énorme coup de boule qu'il met à la droite, tout ça, ce sont des bons signaux qui sont donnés dans un assez bon tempo. Il n'est pas toujours raccord avec ce qu'il a décrit comme calendrier, mais il le fait bien. Par contraste, je suis frappé de voir que autour de lui, c'est moins fluide, moins professionnel. Ce qui s'est passé la semaine dernière, jeudi et vendredi, sur la liste des premières investitures des circonscriptions, ou en tout cas des 400 et quelques investitures, n'était pas d'un professionnalisme absolu. Les copier-coller qui étaient ratés, des gens qui étaient investis qui ne l'étaient pas, qui ne l'avaient pas demandé, qui auraient aimé l'être mais qui devaient retirer. Enfin, tout ça était quand même un petit peu peu professionnel, si je Tout sais. cela dénotait surtout une forme de morgue un petit peu gênante, en particulier quand il s'est agi d'envoyer paître tel ou tel qui n'avait qu'à passer par le formulaire, notamment Manuel Valls, mais d'autres aussi. Et même si les choses sont parfaitement faites, même si en effet la communication est impeccable, la construction est intelligente, la question n'est pas là. La question est de savoir devant quel paysage politique nous nous retrouvons exactement, c'est-à-dire quel sens a tout cela. On a un président de la République qui choisit un Premier ministre qui finalement lui ressemble terriblement dans son parcours, dans toute son histoire, son âge, ce qui dénote là aussi une façon de ne pas tenir compte de ce que pourrait être un apport un peu autre, ne serait-ce qu'en termes d'expérience. Ça peut venir dans le gouvernement. On est dans un jeunisme qui va finir très rapidement par me fatiguer. Ça peut venir dans le gouvernement. Si on a un Jean-Yves Le Drian, c'est vrai qu'il est plus qualifié de jeune absolu. Derrière tout cela, il y a surtout la consécration de cette idée que depuis des années, il y avait des gens d'un côté et de l'autre de l'échiquier politique qui étaient d'accord sur absolument tout. C'est-à-dire que rétrospectivement, ça jette un regard sur ce qu'a été la vie politique française pendant 20 ans, qui est absolument calamiteux. Mais de fait, je veux dire, pour le coup, ça fait tout de même
15 ans, pour ma part, que j'explique à qui veut bien l'entendre, mais personne ne veut l'entendre, que le clivage gauche-droite est dépassé. Que des gens à droite et à gauche ont vocation à travailler ensemble. On m'expliquait que ce n'était pas vrai du tout, que la droite et la gauche, ça existait, que je me trompais totalement. Nous avons la preuve que c'était évidemment totalement vrai. Simplement, une fois qu'on a dit cela, la question est de savoir ce qu'on va faire. Ces gens-là vont travailler ensemble parce qu'ils ont toujours été d'accord sur tout. Et parce que la politique qu'ils veulent mener, finalement, c'était seulement les oppositions de façade qui les empêchaient de la mener. Ça veut dire que, en fait, ils essayaient, ils en faisaient une partie, mais ils ne pouvaient pas aller jusqu'au bout. Donc on se retrouve dans la situation à peu près de l'Empire soviétique, où on nous expliquait que si le communisme, ça ne marchait pas, que c'était un cauchemar et qu'il y avait le goulag, c'est parce qu'on n'était pas allé assez loin dans le communisme. Là, c'est à peu près pareil. La situation économique est catastrophique, le pays va mal, mais c'est parce qu'on n'est pas allé assez loin dans cette politique, on n'a pas pu la faire complètement. Donc c'est à peu près ça le résultat, avec en plus ce bloc idéologique qui est en train de se constituer, mais qui du coup va laisser quoi sur les côtés ? Le PS, quasiment mort. Le but d'Emmanuel Macron est de tuer les Républicains pour faire à peu près à droite ce qu'il a fait à gauche. Que va-t-il rester face à lui ? Deux oppositions qui seront le Front National et la France Insoumise. C'est-à-dire qu'il est en train de capter absolument toutes les énergies, toutes les idées. Il est en train de les rassembler. Le risque énorme est de laisser le monopole de l'alternative, une fois de plus, essentiellement au Front National. Nicolas, je vous donne la parole dans un instant. On parle des Républicains. Il y a en ce moment même un bureau politique au siège des Républicains. État d'esprit résumé par deux de ces Républicains à l'arrivée au siège du parti. La manœuvre est en marche. C'est après avoir détruit le Parti socialiste, c'est détruire la famille de droite et du centre, pour qu'il n'y ait plus entre M. Macron et le Front National qu'une espèce d'entre-soi. Ce n'est pas notre conception de la démocratie et encore moins de l'unité nationale. Comment commencer cette volonté d'unité nationale en envoyant et en frappant d'un coup de poignard dans le dos, c'est tout le contraire de l'unité nationale. Les Républicains qui rejoindraient le gouvernement d'Emmanuel Macron, c'est qu'ils auront fait un choix qui leur incombe. Moi, je ne suis pas là pour distribuer des bons ou des mauvais points. Moi, je suis sur la ligne d'Alain Juppé. Ça fait 3 ans que je suis en politique, 3 ans que je suis loyalement Alain Juppé. Alain Juppé a été très clair et je suis sur la même ligne que lui. Un pied dedans, un pied dehors, où sont-ils les Républicains, Nicolas Bégaud? Je voudrais revenir sur ce que dit Natacha Polony, parce que je ne suis pas du tout d'accord avec cette disparition actée de la différence entre la droite et la gauche. Il y a une droite et il y a une gauche. Et il y a une conception de l'État, de la protection de l'État-providence, au sens là, je reprends un terme ancien de sciences politiques, mais qui existe évidemment, une conception des libertés, une conception du rôle de l'individu face au collectif, du collectif face à l'individu, une conception de l'entreprise, de l'enrichissement, de la distribution de richesses ou pas, des conceptions très différentes, selon qu'on est de droite ou que l'on est de gauche. Et nul besoin pour ça de s'envoyer l'Europe à la figure, la mondialisation dans les pattes, que sais-je encore. Il y a peut-être un socle sur lequel une partie de la droite et une partie de la gauche peuvent être d'accord, mais il demeure des distinctions fondamentales entre une vision de droite de l'économie, des libertés publiques, de la liberté individuelle, que sais-je encore, et une vision de gauche des mêmes sujets. Est-ce que ces gens-là peuvent travailler ensemble à certains moments ? Probablement, je n'en suis pas sûr, c'est manifestement ce qu'essaye de démontrer Emmanuel Macron. Est-ce que ça signifie que cette espèce de centre, on va dire ça de façon très large, de centre élargi, un peu mou, dans lequel on retrouve un peu de droite, un peu de gauche, rejette sur les extrêmes tout le reste du personnel politique? Mais non. Pourquoi voulez-vous que à droite, il n'y ait pas une droite républicaine qui n'est pas la droite de Marine Le Pen, qui demeure à l'Assemblée nationale et qui fasse son rôle d'opposant? Pourquoi voulez-vous que le PS soit... Le PS, il est exténué, vidé, victime de ce quinquennat de Hollande, qui est en effet le pire quinquennat que le PS pouvait imaginer pour lui-même et par ailleurs pour la France. Mais il reste
une force politique à gauche qui n'est pas Mélenchon, qui est encore moins la gauche, l'extrême gauche, enfin, tous ces mouvements qui étaient surreprésentés, d'ailleurs, au moins 2 candidats à la présidentielle, Philippe Poutou et Nathalie Arthaud, qui ne sont pas une gauche qui sera dissoute dans le en-marchisme. Donc la question est de savoir s'il va rester des forces politiques avec. Mais oui, bien sûr qu'il restera. Mais bien sûr qu'il restera des forces politiques. Il y a une différence entre la droite et la gauche sur les conceptions de l'État, sur les. Enfin, pardon, mais dans ces cas-là, où situez-vous Emmanuel Macron? Où situez-vous les Strauss-Kahniens? Parce que dans ces cas-là, ils sont à droite. Ils sont en marche, K1, de droite et de gauche. Mais dans votre conception, ce que vous ne pouvez pas. Ce que votre schéma ne peut pas intégrer, et ce que je pense que vous ne voulez pas concevoir, c'est que il peut y avoir, on rentre dans un système, si Emmanuel Macron réussit à créer une majorité, ce qui n'est pas dit, loin de là, je pense que ça difficile, et que c'est en train, c'est ce qui se joue en ce moment même. Mais on peut avoir une force politique qui soit la plus importante du pays, qui ait deux oppositions républicaines, une de droite, une de gauche, plus d'autres oppositions extrêmes, extrême droite, extrême gauche. Voilà. Et c'est un schéma qui peut très bien exister, qui existe en partie en Allemagne, où l'extrême droite, pour des raisons historiques, c'est pas la peine s'y appuyer trop longuement, pour l'instant ne perce pas. La AfD ne fait pas des scores fantastiques. Die Linke est une gauche très dure, et elle est l'opposition. Elle est une opposition à la grande coalition, où je n'ai pas compris que le SPD et la CDU-CSU aient exactement les mêmes visions de l'État, de la Providence aussi. Je vous repose ma question. Est-ce que la droite va sortir? Et dans quel état la droite va-t-elle sortir de tout ça? On verra le 18 juin. On verra ce qu'il y a dans le gouvernement. L'aberration, on la voit quand on entend Virginie Calmels dire « Je reste sur la ligne d'Alain Juppé, il y aura donc les Républicains à l'Assemblée ». Mais Alain Juppé est le premier à avoir théorisé l'idée qu'il fallait absolument que des gens de droite et de gauche travaillent ensemble. Il avait même une métaphore pour ça qui était assez surprenante, qui était celle de l'omelette. Il expliquait qu'il fallait prendre l'omelette couper les deux bouts de l'omelette. Les deux bouts, c'est-à-dire exactement ce que j'expliquais, l'extrême droite d'un côté, la gauche mélenchonienne de l'autre, et garder le milieu de l'omelette où tout ce monde-là pouvait s'entendre. Il est celui qui a théorisé ça. C'est tout. C'est la revanche du juppéisme. Mais ça ne se passera pas comme ça. Quand Virginie Calmels dit je suis sur la ligne Juppé, on est dans l'aberration. Parce que soit Natacha, c'est de l'hypocrisie, soit ce sont des gens qui ne sont pas cohérents avec eux-mêmes. Parce que ça ne se passera pas comme ça. Ça ne se passera pas comme ça pour des postes. Simplement, il n'y a rigoureusement aucune chance, que l'ensemble de ce qu'est aujourd'hui l'ex-UMP plus l'UDI, les Républicains, se dissolvent En Marche. Aucune chance. Et il n'y a de la même manière En Marche, aucune chance. Pas ce que je dis. Aucune chance que l'ensemble de la gauche, à l'exception, disons, de la France insoumise, et alors à l'Assemblée, il n'y a pas d'extrême gauche au sens des candidats Poutou et Arthaud, mais il n'y a aucune chance que cette France insoumise se dissolve dans le en-marchisme. Et donc, Nicolas, vous n'avez pas du tout compris. Si, bien sûr, les deux bouts de l'omelette peuvent très bien être des bouts très nourrissants, peut-être même largement roboratifs, dans lesquels on trouvera un peu de droite, et de savoir un peu d'extrême droite, sur quelle base va s'achever cette recomposition. Toute la question est de savoir quelle est la taille des bouts de l'omelette. Voilà. Le centre, je reprends votre métaphore. Pas seulement ça, c'est celle d'Alain Juppé. Elle est connue, elle est César, ancienne, qui appartient à César. Et donc la question est de savoir, en effet, d'abord, à quel endroit se fait la scission. Et encore une fois, je pense que Virginie Calmels n'assume absolument pas ce qu'est le juppéisme. Et évidemment que les juppéistes sont déjà tous partis vers En Marche. Et c'est la logique, puisqu'ils sont d'accord, ils peuvent travailler avec les valsistes, les Strauss-Kahniens, etc., sans aucun problème. Ensuite, la question est de savoir sur quelle base se recompose le reste de la vie politique. Parce qu'on ne peut pas se contenter de dire il va y avoir une droite républicaine, l'extrême droite, une gauche républicaine. Qu'est-ce que ça signifie républicain dans ce cadre-là ? Où est la barrière de ce qui est républicain et de ce qui ne l'est pas ? Je pense que Mélenchon est républicain. Je pense que le Front National n'a pas proposé dans son programme d'abolir la République. Ce n'est pas un parti que j'accepte parce qu'il a une histoire, parce qu'il a des... C'est pour ça qu'on ne peut effectivement pas faire un clivage selon qu'on est ou pas républicain. C'est trop large. Est aberrant. D'ailleurs, je vous fais remarquer que les trois principaux partis aujourd'hui revendiquent ce mot républicain. Vous avez les Républicains, vous avez La République En Marche, oui, c'est un et mot vous qui a avez vidé de son sens. Républicains et Patriotes, qui est la nouvelle dénomination
proposé par Marine Le Pen pour le Front National. Mais c'est ça, Donc, les mots sont c'est un totalement boulga-boulga, vidés de sens. Voilà. Donc ce qui me semble sain pour la vie politique française aujourd'hui, c'est de redéfinir des clivages suivant des idéologies, c'est-à-dire en définissant pourquoi on est exactement, qu'est-ce qu'on défend comme type de société, qu'est-ce qu'on défend comme notion de progrès, qu'est-ce qu'on défend comme conception du rapport je suis entre parfaitement les d'accord États. avec vous. Oui, à ceci près que ce qui a fondamentalement changé depuis, disons, 1 ou 2 décennies, c'est que vous pouvez être libéral en économie et conservateur sur le plan des visions de la société, c'est une des positions. Très libéral sur le plan des conceptions de la société et très conservateur en économie. Cette espèce de mouvement, de plaque tectonique n'existait pas naguère, disons plutôt jadis, il y a un certain temps. Et aujourd'hui, vous avez une droite, par exemple, qui est libérale sur le plan de la société, les mœurs, etc., et assez conservatrice, assez traditionnaliste sur la lecture de l'économie elle s'est fait sociale. entendre, Et l'inverse. Ça représente même une forte part de la absolument. Mais comment faites-vous, puisque vous dites qu'il faut arriver à se remettre d'accord sur... Non, vous ne pouvez pas vous mettre d'accord sur des systèmes qui sont à ce point coulissants entre des sujets qui relèvent de la morale, de l'éthique, de la vision de la famille, de la société, et tout le monde d'accord. J'ai dit qu'il fallait que les partis politiques se recomposent sur des bases idéologiques. Dans lesquelles il faudra Nathalie avoir des options. Morizet n'a rien à faire dans le même parti que François Fillon. Je veux dire, ils ne sont pas du même bord idéologique, ils ne défendent pas les mêmes idées, ils ne défendent pas la même vision de la société. Donc si Nathalie Morizet va travailler par exemple, avec En Marche, ça fait partie des logiques et de la clarification idéologique qui, à mon avis, vont assainir la vie politique. Y aurait-il une logique à voir Nicolas Hulot dans le gouvernement d'Emmanuel Macron? On apprend à l'instant qu'il y a des discussions, même si l'entourage de Nicolas Hulot nous fait savoir que rien n'est fait. Écoutez, bien sûr, on est dans de l'opération communication, là j'imagine, une de plus. Il n'y a pas de logique, il n'y a pas de logique. Votre question, c'est est-ce qu'il y a une logique à voir Nicolas Hulot dans un gouvernement d'Édouard Philippe Macron? Vous voyez bien que dans ce gouvernement, il n'y a pas de logique. Il y a juste une logique qui est de prendre des gens qui viennent de partout. Bon, voilà, si c'est ça la logique, oui, il peut très bien y être. Prenons un simple exemple. Dans son programme, Emmanuel Macron expliquait qu'il fallait mettre fin à toutes les extractions minières, les extractions d'hydrocarbures. Pendant qu'il était ministre de l'économie, en revanche, il a accepté tous les projets d'extraction minière qui lui étaient proposés. Donc la question est de savoir quel Emmanuel Macron aujourd'hui demande à Nicolas Hulot d'être ministre. Il y a un autre... Jusqu'à quand Nicolas Hulot acceptera d'avaler non pas des couleuvres mais des anacondas? Voilà, jusqu'à quand Édouard Philippe, qui a défendu un programme de maintien de Fessenheim, la centrale de Fessenheim ouverte, jusqu'à quand est-ce qu'il acceptera une vision... alors, Emmanuel Macron veut poursuivre la fermeture de Fessenheim, mais je suppose qu'un Nicolas Hulot voudrait faire sonner une tendance beaucoup plus écologique. On a beaucoup dit que l'écologie était absente du programme d'Emmanuel Macron. Beaucoup plus hostile au nucléaire. Sur la question du nucléaire, des positions différentes et en particulier, pendant une période, il expliquait que le nucléaire n'était pas un préalable dans sa vision de l'écologie. Donc c'est la seule chose, à mon avis, qui est vraiment négociable chez lui. En revanche, sur le reste, il risque d'avoir des soucis. Je ne vois pas spontanément trouver des vastes plages d'accord avec quelqu'un qui a été pendant plusieurs années le lobbyiste en chef d'Areva, je pense en particulier au Premier ministre. Emmanuel Macron a autorisé l'extraction des sables dans la baie de Lannion, ce qui est une catastrophe écologique. Il l'a totalement signé et ratifié. Ça pose tout de même des questions sur sa fibre écologiste. Et sur la nécessité de donner une cohérence à tout ça. Voilà. Merci beaucoup à vous.